Bonjour, retour à la littérature aujourd'hui, au hasard de ma bibliothèque, un livre que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, en fait j'ai dû l'acheter il y a un an ou deux à des gens qui quittaient Dakar. C'est Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert. Je trouve que ce nom fleure bon les Lumières et voilà, et l'Ancien Régime. Alors bien évidemment, au siècle des Lumières, il n'y avait pas la lumière partout. Et Louis-Philippe d'Alembert est un auteur haïtien. Et ce livre est publié en 2019 aux éditions Sabine Westpheiser. Voilà. Alors, Louis-Philippe d'Alembert, ce nom me fait penser à un de mes aïeux, qui s'appelle Victor Jacquemont du Donjon, qui est passé par Haïti et qui travaillait pour le Muséum d'histoire naturelle de France, en tout cas qui était en mission pour le Muséum d'histoire naturelle, qui est passé par Haïti, par les États-Unis, avant de se rendre en Inde, où il est mort vers les 36-37 ans, et on a sa correspondance, il a écrit un ou deux livres sur son voyage, des livres de correspondance. J'essaierai de le retrouver. Voilà, donc là, c'est une histoire de mur Méditerranée. Vous devinez de quoi ça parle. Il s'est rendu dans l'île de Lampedusa, entre autres pour enquêter. Donc il y a un travail journalistique, je trouve, derrière ce livre, mais c'est bien écrit. Et nous sommes dans les pages. Le numéro des pages est marqué très petit pour mes yeux. Page 40, 41 et peut-être 42, on va voir. Voilà, je commence. La chef. Avant le départ, Shoshana tint à mettre les choses au clair avec les autres. C'était son idée à l'origine. En plus, elle avait étudié la question en long et en large, plus que n'importe lequel d'entre eux. Donc il n'y avait pas à chigner. C'était elle la chef. Elle ferait comme elle dirait. Il ferait comme elle dirait. On n'est pas dans une foutue assemblée talmudique. En l'absence de sa mère, elle se lâchait. La démocratie, ça va un moment. Si on commence à discuter chaque décision, on s'en sortira pas. Et puis les autres en face, c'est pas des rigolos. Je parle surtout pour toi, Rachel. Est-ce clair? Comme des glaçons pingouins, chef, dit Rachel. Très clair, répondirent Ézéchiel et Nathan, les deux autres compagnons du voyage. Yes, sir, renchérit Ariel. Toi, t'arrêtes tout de suite tes conneries. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne suis pas un mec. Boss, je veux bien, mais pas sir. Et elle ajouta sur sa lancée. Allez, on se casse. La chef autoproclamée emmena sa troupe en direction de la gare routière, prendre le taxi Brousse pour Abuja. Ces minibus d'une douzaine de places partaient rarement avec moins de 16 passagers, un de plus par rangée. Parfois, on ajoutait un ou deux autres sur le marchepied et un dernier à l'avant, à côté des conducteurs, une place qui coûtait plus cher. Cela aurait été certes plus confortable de faire le voyage par voie ferroviaire, mais les cinq n'étaient pas assurés d'arriver pour le dimanche soir. En plus de rouler au pas, le train pouvait s'arrêter en rase campagne sans que les passagers reçoivent d'explications. Là, avec le minibus et les deux taximans qui se relayèrent en cours de route, le temps d'une pause pipi, ils furent à la gare routière d'Abuja le lendemain matin aux alentours de 10h30. Les gens grenouillaient de partout sous le soleil brûlant, venus de tout le Nigeria, se rendant aux quatre coins du pays et du continent. Parmi eux, de nombreux pickpockets qui avaient démarré leur journée de travail très tôt. Il y avait aussi les éclopés, échoués là, sébiles tendus aux chalands, à défaut de trouver un brin de commisération ailleurs. La situation centrale d'Abuja, outre son statut de capitale administrative du pays, en faisant un point de passage obligé. Un chassé-croisé d'hommes, de femmes et d'enfants se télescopait, s'interpellait haut et fort dans un pidgin d'anglais, yoruba, hausa, ibo et d'autres parlers minoritaires. Les cinq, qui avaient dû mettre les pieds une ou deux fois à Onitsha, la ville la plus proche de leur village, semblèrent perdus. Rachel ne manqua pas de se faire sa fanfaronne. Je reprends. Rachel ne manqua pas de faire sa fanfaronne. Laissez, je m'en occupe. Résultat, ils furent contraints de demander leur chemin à plusieurs reprises. Shoshana profita de l'échec de la tentative de son amie d'enfance pour établir son autorité sur le groupe. Elle savait que si elle laissait sa pote prendre les rênes, celle-ci en ferait chaque fois à sa tête. N'oublie pas ce qu'on a dit, Rachel, c'est moi qui décide. Je te demanderai ton avis si nécessaire. Comme des glaçons pingouins, chef, anticipa celle-ci.
avant que Shoshana ne lui demande si c'était clair. Le contact, proche de la trentaine, cheveux en crotte de bique et bracelet rasta au poignet, les attendait à l'endroit convenu. Il serra la main à chacun, attira son interlocuteur dans son élan avant de l'enlacer du bras resté libre, pour une accolade qui faisait presque oublier qu'ils étaient en affaires. Puis il portait le poing droit sur la poitrine, côté cœur, en disant « Ja Rastafari ». Le rituel terminé, il leur annonça de but en blanc que le départ avait été reporté à plus tard. 2 des 4x4 se trouvaient chez le garagiste qui tardait à leur rendre. Vous savez, il faut une révision complète avant un voyage de ce genre. On en a pour 3 jours de route, si tout va bien. Vaut mieux que les caisses soient en bon état, fit le type. Et ça, vous ne le saviez pas avant rétorqua Shoshana du tac au tac. T'inquiète, sister, répondit le gars. En définitive, on part quand exactement voulut savoir Shoshana. Dans 3 jours, Inch'Allah, fit le bonhomme. Il se mit à chanter du Bob Marley en rigolant. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Et c'était un extrait de Mur Méditerranée de Louis-Philippe d'Alembert. Quel joli nom.